qu'est l'islamisme radical en France. Et vous le dites encore à l'instant, que nous, les élus locaux, je vous cite, nous ressentions quelque chose de pas très sain. Vous faites sans doute référence là quand vous étiez encore maire, j'imagine, il y a quelques années, de 2014-2017, je crois, si c'est bien ça. J'aurais voulu du coup savoir qu'est-ce que vous ressentiez à l'époque et qu'est-ce que vous voyez à travers vos yeux de maire pour avoir un doute ou quelque chose qui n'était pas très sain selon vous, ce sont vos mots. Et en fait, quand on voit, et alors dans notre expérience évidemment d'élus locaux ou dans des expériences associatives, parfois des comportements de très jeunes, puisqu'en fait c'est les très jeunes plutôt qui sont ciblés dans ces questions d'entrisme, des comportements qui s'éloignent des valeurs de la République. Par exemple, des petites filles qui ne veulent plus se mélanger aux petits garçons. Ça, c'est très, très frappant. Vous l'avez vu vous-même dans votre mandat? Bien sûr. Et nous avons des exemples comme ça. Alors, c'est tellement frappant que ça nous choque. Alors, peut-être que l'effet amplificateur est très important, mais ce sont des signaux faibles sur lesquels les élus locaux sont très sensibles. Ou des petites filles qui ne veulent plus aller à la piscine avec les petits garçons. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont des petits signaux faibles, mais qui sont très préoccupants pour le maintien des valeurs de la République. C'est cela que, de façon informelle, ce rapport a constaté. Et ce rapport, est-ce qu'il met en évidence des établissements, des associations, des Il n'y a pas de écoles nom. sur votre, Non, il n'y a pas de nom. sur votre commune? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas d'association ciblée. Tout ça fait partie du secret pour l'instant. Voilà, le rapport tel qu'il a été publié est expurgé de cas particuliers. Très bien. Et une dernière relance. Donc, c'est uniquement par rapport aux petites filles que vous avez donc vu durant votre mandat. C'est uniquement cet exemple parce que ça paraît très faible. Alors que quand vous étiez sénatrice, vous avez voté contre le port du voile. Ça paraît très faible. Il y a d'autres exemples. Si vous avez un autre exemple, ça serait intéressant. Que je ne vais pas détailler ici, mais on a d'autres exemples. D'accord. Celui-là, quand on est une femme et quand on est mère, il vous touche particulièrement. Très bien, merci. Bonjour, Julie Calderon pour la rédaction de TF1. On a une question concernant la mobilisation des taxis. Ce matin, vous avez parlé de votre porte qui est toujours ouverte, celle du gouvernement, et en même temps que vous ne reculerez pas. Donc on essaye de comprendre un petit peu ce que le gouvernement propose et va peut-être proposer demain. Alors, comme vous l'avez juste indiqué, il y a une réunion qui est prévue demain en présence du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, avec le ministre des Transports naturellement, Madame Vautrin, Madame Panosyan. Cette réunion a pour objectif d'ouvrir le dialogue avec les fédérations de taxis. Ils ont deux types de revendications. Une revendication qui porte sur le tarif des transports sanitaires et l'organisation des transports sanitaires. L'autre partie qui est très très regardée par le ministre des Transports, qui porte sur la concurrence qu'ils estiment déloyale, les systèmes de plateforme, les fraudes, les maraudes, les taxis à la volée, etc. Donc là-dessus, le ministre des Transports apportera des réponses très claires et qui vont vraiment dans le sens de la protection de leur métier et de leur profession. Sur la partie des transports sanitaires, je veux dire ici et rappeler, transport sanitaire, c'est un coût pour la collectivité que nous sommes de 6,3 milliards par an. Ce qui a été demandé comme effort, c'est 150 millions. Donc vous voyez qu'on est sur un effort qui est de 2%. Donc ce n'est pas un effort colossal. Et nous considérons que cet effort, il peut être fait en mieux rationalisant, mieux organisant, en travaillant avec les fédérations de taxis pour que l'argent public soit le plus efficace possible. Et pour nous, c'est très important parce que nous voulons répondre aux Français sur des situations qui sont des situations d'abord de vieillissement de la population. Deuxièmement, nous combattons les déserts médicaux, mais ils existent, et en particulier dans les zones rurales, il faut que l'accès aux soins des plus isolés et des plus malades soit assuré. Donc on a besoin de ces transports sanitaires, mais en même temps, on a besoin d'efficacité de l'argent public. Les taxis représentent presque la moitié de ces dépenses, et c'est des dépenses qui ont progressé de 43% en 4 ans. Il y a donc là un petit frein à mettre, c'est d'utilité publique pour garder la qualité du service aux Français. D'accord. J'ai une autre dernière question. Après les accusations de Benyamin Netanyahou contre la France, qu'en est-il de notre relation avec Israël en ce moment ? Notre relation avec Israël est toujours la même. Nous défendons le droit d'Israël à se défendre. Nous défendons
le droit à être reconnu d'Israël, mais nous n'acceptons pas la situation qui est à Gaza et nous n'acceptons pas que l'aide humanitaire aujourd'hui soit bloquée à Gaza. Nous demandons un cessez-le-feu, nous demandons l'entrée massive d'aide humanitaire à Gaza et nous avons toujours la même recommandation depuis très longtemps, qui est la reconnaissance de 2 États pour assurer paix durable. Merci. Et la libération des otages, bien sûr. Bonjour, Olivier Benkemoun pour CNews. Question qui concerne la lutte contre les narcos. Gérald Darmanin a parlé sur une radio ce matin de créer un groupe de travail pour l'utilisation de la reconnaissance faciale. On sait déjà quelle sera sans doute la position du Conseil constitutionnel, donc c'est intéressant de savoir de quelle manière il va s'y prendre. Et puis, il y a cette question qui nous concerne tous, est-ce que c'est encore à l'ordre du jour, l'argent liquide? Alors, ce sont 2 propositions qui ont été faites par le garde des Sceaux, évidemment, qui a beaucoup la pression pour lutter contre le narcotrafic. C'est que le narcotrafic explique une grande partie de l'immense violence qu'il y a aujourd'hui, une montée en violence en France, d'ailleurs partout, y compris dans les zones rurales maintenant qui sont touchées par cette violence. Donc, travailler contre le narcotrafic, c'est explorer toute une série de mesures et de possibilités d'utiliser des nouvelles dispositions. La reconnaissance faciale est un outil qui marche bien dans d'autres pays. Donc, créer un groupe de travail autour de la reconnaissance faciale, c'est regarder ce qui est possible dans le cadre de notre Constitution, dans le cadre de nos libertés individuelles. Donc, c'est important qu'on puisse travailler sur ce sujet-là. Est-ce qu'on ira au bout? Est-ce qu'on n'ira pas au bout? Est-ce qu'il y aura des limites? C'est précisément l'objet de ce travail. Quant à l'argent liquide, c'est un sujet nouveau qui a été mis à l'ordre du jour de l'agenda du garde des Sceaux ce matin. Il n'est pour l'instant pas inscrit à l'ordre du jour du gouvernement. On peut encore utiliser notre monnaie pendant quelques temps. Ah oui, je pense que vous pouvez garder vos pièces dans vos poches. Okay. Elles seront utilisables. Bonjour, Johan Kmet pour TF1. Hier, suite à l'attaque envers 2 employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis. Oui, voilà. L'ambassadeur israélien a directement visé le président Emmanuel Macron. Ce matin encore, Benjamin Netanyahou a dit le président Macron encourage les meurtriers. Quelle est sa réaction ce matin? La réaction est très ferme. Nous n'acceptons pas ces accusations, bien évidemment. C'est un acte antisémite qui s'est passé à Washington. Nous ne l'acceptons pas plus. Nous ne confondons pas le peuple israélien et la politique qui est menée aujourd'hui par Benjamin Netanyahou. Vous savez quelles sont les réserves que nous avons, grandes, immenses, notamment par rapport à ce qui se passe à Gaza. Je pense qu'il faut désescalader cette montée en tension entre nos 2 États et travailler à trouver des solutions de paix durable pour Israël et pour la Palestine. Est-ce que le président va justement appeler son homologue israélien pour reprendre le dialogue Je n'ai pas cette information, mais il y a évidemment une activité diplomatique importante de Jean-Noël Barrot dans ce sens. Je vous remercie. Merci. Bonjour Madame Prima. Le 20 mai, l'article 4 qui faisait débat sur la loi fin de vie proposée par le député modem Olivier Falorni a été adopté. L'un des termes importants de cet article 4 était justement sur ce qu'est une maladie incurable. Est-ce qu'une définition entre le gouvernement et les parlementaires fait aujourd'hui consensus sur les différents points d'accompagnement avec le corps médical et les familles d'une fin de vie qui sont à la fois des facteurs psychologiques et des facteurs physiques qui montrent qu'une personne est en fin de vie, justement? Merci pour cette question qui me permet d'aborder le texte fin de vie. Je voudrais dire, avant de répondre à votre question de façon incomplète, mais je le dis déjà, mais d'une façon globale, que nous sommes satisfaits de la discussion qui a lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a des échanges, alors de temps en temps c'est un peu tendu, mais au moins il y a des échanges, le texte avance, il y a un débat à l'Assemblée nationale qui me semble vraiment être de qualité et il y a des réassurances qui sont posées par les députés petit à petit. Pour répondre à votre question, nous n'en sommes qu'à la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale sur la question de la fin de vie. Il faudra ensuite qu'il aille au Sénat. Il n'est pas en procédure accélérée, donc il reviendra à l'Assemblée nationale, puis de nouveau au Sénat, avant de faire l'objet d'une CMP.
Et donc, pour répondre à votre question précisément, les questions de définition de ce que sont les maladies incurables, de ce que sont la fin de vie, les échéances, etc., la conscience, sont encore des définitions qui seront améliorées par les débats entre les deux assemblées. Et encore une fois, il y aura 2 débats par assemblée, c'est-à-dire 4 discussions. Une autre question technique, le député socialiste Dominique Potier s'est inquiété de l'accès justement à ces soins palliatifs. Et lors de cette navette parlementaire, est-ce qu'on aura peut-être une clarification sur le nombre d'unités en soins palliatifs qu'il y aura dans l'ensemble des départements français? Catherine Vautrin, lors des consultations au CESE, avait dit que ce serait 1 par département à peu près l'an dernier. On voudrait bien déjà avoir 1 par département. C'est un sujet qui est majeur et je pense qu'il fera consensus d'ailleurs entre les 2 assemblées assez rapidement sur le texte de l'accès aux soins palliatifs, parce que c'est véritablement le sujet d'injustice territoriale le plus fort. Tous les Français devraient pouvoir avoir accès à un service public de soins palliatifs. L'objectif de 1 par département est celui que l'on a dans un délai de quelques années, malheureusement. Il y a aujourd'hui, je crois, 1/3 des départements qui n'ont pas de soins palliatifs. Donc il faut déjà combler ce vide et ce manque cruel. Je vous remercie. Voilà. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Vous avez répété que votre gouvernement n'acceptait pas la situation à Gaza. Je reviens sur Gaza. Dans ce contexte-là, est-ce que le gouvernement est favorable et compte mettre en place des sanctions contre Israël et éventuellement contre des responsables israéliens? Alors, ce qui est déjà acquis, c'est qu'effectivement, nous avons arrêté de livrer un certain nombre de marchandises, notamment des équipements pour aller au combat dont les livraisons ont été arrêtées. Il y a en négociation au niveau de l'Union européenne l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël qui va faire l'objet d'une attention particulière, notamment sur son article 2, qui prévoit qu'il y ait des conditions qui soient conformes aux droits de l'homme, qui soient acquises pour permettre l'accord d'association. L'Union européenne va probablement prendre la décision qu'on est en dehors de cet article 2 et donc prendra des sanctions vers Israël. D'ailleurs, c'est ce qui a amené Israël à dire qu'il allait faire rentrer de l'aide humanitaire pour les enfants. Donc il y a une première brèche qui est très insuffisante, très insuffisante, mais nous irons jusqu'au bout de cela. Oui. Est-il possible que la France rappelle son ambassadeur, par exemple? Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là, mais évidemment, tout est possible. On préfère la désescalade et on préfère travailler sur cette solution à 2 États. C'est l'objet des travaux qui sont menés en coordination avec l'Arabie saoudite pour permettre un accord à New York à la fin du mois de juin. Et j'allais dire qu'il faut vraiment qu'on y arrive et qu'on désescalade cette violence qui n'a pas de fin et qui est tout à fait inhumaine. Merci. Bonjour. Tu peux t'aider éventuellement? Non, je vais. Ok. Toujours Jamil Salmi pour l'humanité. Une question qui est une autre question d'actualité, celle des intelligences artificielles, qui fait lien, par exemple, avec la lutte pour les taxistes. Tout à l'heure, vous l'avez noté, les plateformes, etc. Donc, c'est complètement dans l'actualité. Et aussi avec un récent rapport de l'ANSES, vous savez, il y a quelques semaines, qui rapportait les conditions de travail dégradées pour les utilisateurs, tout du moins des travailleurs et travailleuses des plateformes, les livreurs, les taxis, etc. Une situation sociale violente et très précaire, permise et surtout dopée par des politiques libérales du camp, que ce soit le présidentiel ou le vôtre, plus à droite. Avec le recul et avec ce rapport, est-ce que le gouvernement que vous représentez aujourd'hui est plus critique sur la situation autour de cette ubérisation-là et par conséquent l'usage de l'IA pour le management des travailleurs et peut-être des propositions pour remédier à cela et améliorer les conditions de travail? Moi je pense qu'il ne faut pas confondre utilisation des plateformes et intelligence artificielle. L'un va travailler pour l'autre, naturellement, et l'intelligence artificielle est rentrée dans les plateformes pour optimiser l'efficacité, etc. La question là-dessus, Mais oui. à la base, l'ubérisation d'un certain nombre de services, je pense à la livraison de repas par exemple, a amené une forme de précarité et de modèle social qui n'est pas conforme, de mon point de vue, au modèle social français de protection sociale, notamment de nos travailleurs. Donc c'est des travaux qui ont été menés au Sénat, c'est des travaux qui sont bien sûr très regardés. L'intelligence artificielle, c'est autre chose. C'est l'amélioration de l'efficacité, c'est de l'organisation. Je pense que par exemple,
On parlait tout à l'heure des taxis sur les transports sanitaires. On peut imaginer qu'avec de l'intelligence artificielle, on aille chercher des gens de façon plus fluide, qu'on ne perde pas de temps à l'hôpital, etc. Et donc là, on sera au service d'une efficacité, à la fois de l'argent public et de la qualité de travail pour les chauffeurs et de la qualité du service pour les malades. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer intelligence artificielle et plateforme. Il y a des sujets qui sont des sujets sociaux sur ces nouvelles formes de contrats avec les plateformes. Et d'ailleurs, j'observe que des plateformes sont venues maintenant à embaucher directement en CDI des gens Car qui ce travaillent travail des législateurs avec dans ce des sens, déclarations de travail, avec une protection sociale, avec des cotisations retraite, etc. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a ce travail-là, puis après il y a l'intelligence artificielle au service de la qualité du service et du travail et de la compétitivité. Donc aucune critique par rapport aux IA sur les algorithmes qui gèrent les travailleurs, puisque le rapport que je vous cite démontre le contraire. Vous pouvez imaginer que ça va être mieux demain pour l'expérience travail des travailleurs de demain, mais aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent, il y a des données qui démontrent qu'effectivement, l'IA ne sert pas le travailleur. Au contraire, ils travaillent 7 jours sur 7, ils ont des salaires plus petits, ils ont la qualité de travail descend. Ce sera notre rôle de politique de vérifier que les outils que nous utilisons tous ensemble sont au service du bien social et du bien de la société. Est-ce que vous avez lu le rapport de l'ANSES Je n'ai pas vu ce rapport. Et dernière chose, avant de vous laisser, vous dites là, vous critiquez l'ubérisation, je l'entends, je pense qu'à l'humanité, on est un peu sur cette même ligne, mais du coup, vous êtes en opposition. Est-ce que le gouvernement est en opposition? Je ne critique pas l'ubérisation, c'est un fait de société. Je critique les dérives par rapport à notre modèle social français. Voilà. Tout à fait. Voilà. Pourtant, on se rappelle que c'est bien le président français qui est au cœur de cette ubérisation avec Uber Pop avant qu'il soit président. Et en 2022, il y avait les Uber Files qui a montré son rôle. Est-ce que vous me permettrez de ne pas critiquer l'action du président de la République comme porte-parole du gouvernement? Moi, je le fais. Je peux poser une question. Est-ce qu'il est possible d'attendre, avec un président qui a joué ce rôle-là au sein de notre État, que la situation sur ce terrain-là s'améliore pour les travailleurs et travailleuses, puisqu'il a joué un rôle contraire que vous dénoncez quelque part ici avec... Écoutez, je ne vais pas répondre à cette question parce qu'elle n'était pas à l'ordre du jour ni du Conseil des ministres. C'est pas une raison. C'est pas une raison. Et je ne l'ai pas dans le calendrier d'action du gouvernement. Je regarderai avec attention, je reviendrai vers vous sur ce sujet. Merci. J'y vais. Valérie Leroux de l'agence France Presse. Juste une petite question. Est-ce que la question de la dissolution de 3 groupes, il y avait Urgence Palestine, Lyon Populaire, je crois, et Jeune Garde, a été évoquée en Conseil des ministres, ou est-ce que ce sera pour le prochain? Et d'ailleurs, quand aura lieu le prochain? Au secours. Dans 2 semaines, voilà. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, il y en aura dans 2 semaines. Non, cette question n'a pas été vue au Conseil des ministres cette semaine. Toujours Yann Med pour TF1. Vous avez parlé de la solution à 2 États entre Israël et la Palestine il y a quelques instants. Emmanuel Macron, lui, il y a quelques temps, parlait d'une reconnaissance de la Palestine début juin, avec une reconnaissance d'Israël par certains pays de la région. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces discussions? Est-ce que ça avance Oui, ça avance. Nous avons été rejoints, comme vous le savez, par un certain nombre d'autres pays, le Canada, le Royaume-Uni et d'autres pays. Et ça fait l'objet des travaux pour la réunion qui aura lieu à New York à la fin du mois de juin, sous la présidence de l'Arabie Saoudite et de la France. Donc ça avance. On verra si ça va jusqu'au bout à cette période-là. Est-ce qu'il y aura peut-être une reconnaissance d'un État palestinien, justement, lors de cette conférence? Il va falloir attendre fin juin pour voir ce qui s'y passe exactement et où en sont l'état des négociations. Et pour les autres pays qui devaient reconnaître Israël, est-ce qu'il y a aussi des discussions qui avancent? Même réponse. Même réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous remercie. Donc, pas de Conseil des ministres la semaine prochaine. Je vous souhaite donc un bon week-end.